morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Et ce soir, c'est l'Iran qui nous intéresse avec une question. Est-ce qu'on parle encore de l'accord nucléaire ou est-ce une perte de temps? Le contexte, la guerre, la révolution, l'enrichissement de l'uranium au moment même où on se parle, tout ça rend les discussions impossibles. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Avons-nous à craindre? On posera la question à notre invité. Le bruit du monde est en Suède où tout change depuis l'alliance de la droite avec l'extrême droite. Et désormais, pour les migrants, c'est non. La porte se referme presque hermétiquement. Le bruit du monde, la suite, sous les radars. Sébastien Legenie a trouvé la libération de prison d'un homme en Afrique du Sud qui met tout le pays en émoi. Les premières ministres de Nouvelle-Zélande et de Finlande qui remettent un journaliste au pas. Et puis la vache qui rit dans les nanes indiens. À 18h50, c'est le cinéma en VO et Corinne Pellissier qui s'est intéressée aux films d'horreur réalisés par les femmes. Et il y en a de plus en plus. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four et le pouvoir chinois face aux manifestants. La stratégie du silence et de l'effacement, nous dira Jean-Marc. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde. Bonsoir Clément Terme. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de cours à l'université Paul Valéry de Montpellier, spécialiste de l'Iran bien sûr, en duplex depuis France Bleu Héros. On remercie nos amis de France Bleu de vous accueillir. Clément Terme, on a été au bord de trouver un accord sur le nucléaire iranien. On a peine à s'en souvenir. Ça semble extrêmement longtemps et pourtant c'est une question de quelques mois seulement. Entre-temps, il y a la guerre en Ukraine. Entre-temps, ces dernières semaines, il y a en plus le rôle des Iraniens dans l'aide à la Russie. Entre-temps, il y a des bombardements iraniens au Kurdistan également. Entre-temps, bien sûr, il y a une révolution en Iran qui rend les négociations extrêmement complexes. On va revenir évidemment là-dessus, peut-être point par point, mais est-ce qu'on peut acter le fait que c'est fini? Est-ce qu'on peut le dire aussi crûment que ça? Il n'y a plus aujourd'hui d'accord possible. L'accord n'était pas en fait vivant ces derniers mois. Il était en cours de rétablissement avec l'espoir de voir une réintégration des États-Unis. Donc depuis le retrait américain de l'accord en 2018, finalement, on a progressivement une crise qui s'est installée parce que ne régler que la question nucléaire ne permettait pas en fait de régler la question iranienne qui est beaucoup plus vaste, qui comprend la politique régionale de la République islamique, le programme de drones, les missiles balistiques et la question qui apparaît aujourd'hui au grand jour, celle des droits humains, puisqu'il faut se rappeler que en novembre 2019, donc avant finalement ces tentatives de réhabiliter l'accord, on avait eu une répression qui avait fait 1500 morts en République islamique, donc un régime qui tirait déjà à balles réelles sur sa population. Avec des exigences iraniennes à un moment qui ont fait définitivement capoter les discussions. On est même avant la guerre, si je me souviens bien. Et c'est à ce moment-là que les Américains disent ça va devenir extrêmement compliqué. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, avec le recul, Clément Terme, que de toute façon, y compris côté iranien, on n'avait pas envie d'aller au bout. De toute façon, l'atmosphère, c'était celle-là. Dans tous les cas, en 2021, quand l'administration Biden décide de relancer les négociations, il faut se rappeler que l'idée, c'était d'avoir un accord plus durable et plus fort. Donc très rapidement, l'administration Biden se rend compte qu'elle ne pourra pas intégrer la politique régionale de Téhéran et la question des missiles balistiques et des drones. Donc très rapidement, on va vers un accord limité, technique, et finalement le contexte, comme vous l'avez évoqué, la guerre d'Ukraine, ensuite les manifestations en Iran, ont montré au grand jour en fait que aborder l'Iran qu'à travers la question nucléaire était un problème politique occidental et un problème du discours médiatique également, parce que, comme je vous l'ai indiqué, déjà en novembre 2019, il y avait eu plusieurs centaines de morts et la couverture médiatique occidentale avait été extrêmement limitée. Clément Terme, plus d'accord, potentiellement, puisque là, de toute façon, personne ne discute. Ça veut dire que l'Iran ne se sent plus les mains liées par quoi que ce soit, si tant est d'ailleurs qu'elle se soit sentie les mains liées à un moment. Mais ça veut dire que l'enrichissement, il suit son cours. On sait que le site de Fordo, par exemple, enrichit un deuxième site à plus de 60% aujourd'hui. Ce sont les derniers chiffres. Est-ce que ça veut dire que désormais, potentiellement, on sait, et il faut l'intégrer, qu'il y a une vraie possibilité de bombe iranienne? Est-ce que ça va jusque-là ?
Alors cette question de la bombe iranienne se pose pour les services américains depuis le milieu des années 70. Donc il y a plus de 45 ans. On évoquait déjà à l'époque la possibilité de production de systèmes d'armes nucléaires, donc à l'époque du Shah, le régime précédent, pour le milieu des années 80. Donc si vous voulez, l'urgence nucléaire est une question de prolifération nucléaire qui est évoquée notamment dans les États dotés de systèmes d'armes nucléaires, puisque de parler des bombes qui n'existent pas encore est une facilité, pour ne pas parler des systèmes d'armes qui existent. Si vous voulez, là on est dans le contexte de la guerre d'Ukraine, donc je dirais ce qui pourrait changer la donne, c'est l'usage d'armes atomiques dans le contexte de la guerre d'Ukraine. Ça pourrait changer le calcul de la République islamique si le régime survit dans la durée. Parce que jusqu'à présent, la réponse à plus d'enrichissement, alors encore une fois, tout ça a été tellement compliqué, tellement heurté, mais la réponse, c'était plus de sanctions, je schématise un peu, mais enfin, c'est un peu là qu'on était. Désormais, sachant effectivement ce qui se passe dans les rues iraniennes, on sait que les Américains ont même assoupli un certain nombre de sanctions sur la tech pour que les manifestants puissent continuer à communiquer entre eux et même communiquer avec l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que de toute façon, nous n'avons plus de marge de manœuvre ? Avons-nous une marge de manœuvre ? Alors je pense qu'il est très narcissique de la part des Occidentaux de penser qu'ils peuvent influer sur la politique, la trajectoire d'un pays comme l'Iran depuis l'extérieur. Donc je pense que cette question notamment des sanctions est un débat interne aux pays occidentaux, puisque si vous faites des enquêtes indépendantes, ce qui a été fait en Iran ces derniers mois, finalement la population iranienne, à plus de 80%, accuse la corruption et la mauvaise gestion par les autorités du pays et n'évoque jamais les sanctions. Vous avez jamais vu dans une manifestation en Iran un slogan contre les sanctions de Trump ou contre les sanctions européennes. Donc, si vous voulez, la question des sanctions a été instrumentalisée par le régime iranien pour se victimiser sur la scène internationale et pour se déresponsabiliser sur la scène intérieure. Et ça a bien fonctionné puisque le régime a pu, pendant 43 ans, puisque les sanctions existent depuis la prise d'otages contre les diplomates américains pendant 444 jours en 1979, le régime a pu utiliser cette question des sanctions pour expliquer le déclin économique du pays, avec aujourd'hui une pauvreté galopante, une paupérisation des classes moyennes et un sentiment de tiers-mondisation de l'Iran. Vous le disiez, Clément Terme, il y a eu effectivement d'autres exactions vis-à-vis de la population iranienne il n'y a pas si longtemps. À ce moment-là, on était toujours dans le cadre d'une négociation. On se souvient qu'en 2009, Barack Obama n'avait pas osé soutenir réellement ce qu'on appelait à ce moment-là la révolution verte, parce qu'il y avait cet accord qui n'était pas encore à préservé, mais dont on savait qu'il serait en cours de négociation. Au fond, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Américains de soutenir ouvertement la révolution iranienne ? Qu'est-ce qu'il y a, au fond, à préserver désormais ? Alors le problème de la politique américaine, vous avez reçu à ce micro Robert Malley, l'envoyé spécial de l'Iran, c'est la réaction par rapport à la politique précédente. C'est-à-dire Robert Malley ou l'administration Biden, quand il parle de l'Iran, il parle pas de l'Iran, il parle de Trump. Et donc ils veulent démontrer que la politique de pression maximale de Trump a été totalement erronée. Et donc ils sont dans une stratégie de politique interne pour prouver que la stratégie des républicains n'est pas pertinente et qu'ils sont plus intelligents, plus à même de régler la question. À aucun moment, ils ne partent de la réalité de la vie en Iran et de la réalité économique du pays. Donc c'est un pays qui vit sous sanctions depuis 43 ans. Comme je l'indiquais, les leviers sont très faibles. Et donc c'est l'instrumentalisation en termes de politique intérieure de la question iranienne aux États-Unis depuis l'administration Obama. Parce qu'avant Obama, il y avait un consensus contre la République islamique, contre la révolution islamique, à cause du traumatisme de la prise d'otage. Et Obama, en voulant parler à l'ennemi, a brisé ce consensus. Il le regrette en partie aujourd'hui, puisqu'il, comme vous l'avez indiqué, il aurait aimé soutenir à l'époque Neda Sultan, qui était déjà le martyr du mouvement vert, donc qui avait été tué par le régime lors des manifestations à Téhéran. Et donc, on voit cette incapacité finalement des États-Unis à construire une politique englobante sur la question iranienne du fait de l'absence de relations diplomatiques depuis 1979 et de l'incapacité à dépasser les clivages politiques internes. Et nous, est-ce qu'on est obligé de suivre, Clément Terme ? Parce que, après tout, on a bien vu récemment, il y a eu quelques signes envoyés. Il y a Emmanuel Macron qui s'est affiché avec des opposants, avant de faire une interview chez nous d'ailleurs, notamment à ce sujet-là. Pour autant, y compris chez nous les Européens, on ne l'isole pas complètement ce régime. Ce que réclament les opposants, ce serait de dire, vous savez isoler la Russie, vous devriez isoler l'Iran aussi. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Pourquoi c'est moins simple que ça en a l'air ?
Parce que il y a la peur en fait du conflit militaire, il y a la peur de l'escalade militaire. Donc il y a l'impensé en fait des politiques occidentales, c'est la question des changements de régime. Donc ceux qui ont été imposés par la force par l'administration W. Bush entre 2000 et 2008. Donc guerre d'Afghanistan 2001. Ensuite, il y a la guerre d'Irak 2003 et finalement la guerre de Libye 2011. Et donc, si vous voulez, toute perspective d'un changement de régime ou du risque de voir un État failli suscite des peurs irrationnelles dans les chancelleries occidentales qui misent sur la stabilité. Donc, même s'ils considèrent ce régime comme contraire aux valeurs de la France, etc., je pense que les États ont peur de l'inconnu et donc le régime iranien joue sur cette peur. Donc à l'intérieur du pays, c'est moi ou le chaos, faire peur à la population en menaçant en cas d'effondrement du régime, d'un effondrement de l'État, et avec les pays occidentaux et les pays de la région également, cette peur aussi d'un chaos qui s'instaurerait dans le cas d'une évolution du régime en Iran. Parce que, alors pour le coup, c'est une réalité, enfin peut-être que vous allez me contredire, mais la République islamique va pas disparaître, va pas capituler comme ça. C'est évidemment nettement plus compliqué que ça. Ils vont pas du jour au lendemain dire mais bon sang, mais c'est bien sûr, et arranger les choses pour le peuple iranien. Diriez-vous quand même qu'il se lézarde ce régime, mais qu'il se lézarde de manière durable? Est-ce que c'est ce que vous imaginez? Alors c'est un régime fragilisé, effectivement, qui n'a plus de légitimité, mais ça, c'est pas une nouveauté, puisque les slogans contre le régime étaient déjà là en 2017, 2018, 2019. Et je pense que c'est un régime qui n'est pas accepté par la nouvelle génération. Donc, il n'y aura pas de retour en arrière non plus sur la transformation socio-culturelle du pays et l'acceptation par la majorité de la population d'un mode de vie particulier imposé par la théocratie. Par contre, sur la question de la chute du régime, effectivement, on ne peut pas prévoir une évolution rapide, mais ce qui est sûr, c'est que la mort du guide, qui a 83 ans, donc qui est le chef de l'État, pourrait constituer un moment de transition qui pourrait être exploité par les révolutionnaires iraniens, puisque la victoire d'une révolution est aussi la faillite de l'ancien régime, comme ce fut le cas en 1978. On entend ici et là, parmi les observateurs, parler de ce qu'ils appellent un scénario pakistanais, c'est-à-dire avec des militaires qui prendraient l'ascendant sur les mollahs, pour dire les choses de manière très rapide. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que ça engendre une crainte supplémentaire, principalement et surtout dans un pays fragilisé comme l'est l'Iran aujourd'hui? Oui, c'est un scénario qui est issu des milieux sécuritaires. Ouais. Parce que, en fait, c'est pour se rassurer. La peur du chaos, l'évolution qui est anticipable, si vous voulez, c'est une prise de pouvoir par l'appareil de sécurité qui aujourd'hui réprime et qui déciderait à un moment donné d'évincer les religieux et le clergé et d'avoir la prise de décision politique et donc non pas seulement obéir et garantir la survie de l'État par la répression. L'inconvénient de cette théorie est triple. D'abord parce que l'Iran n'est pas le Pakistan. Il y a un mouvement démocratique qui existe en Iran depuis 1906. Et donc il y a une volonté aussi profonde dans la société iranienne d'une démocratisation. Le deuxième élément, c'est que le mouvement révolutionnaire condamne à la fois les gardiens de la révolution, donc l'appareil de sécurité, et le clergé. Enfin, le dernier obstacle, c'est que le régime est déjà une minorité. Il représente 10 à 15% de la population. Donc éliminer le clergé serait se fragiliser pour le noyau dur, si vous voulez. Et donc, ça serait le signe quand même d'une fragmentation interne au régime. Et ce serait en ultime recours qu'il y aurait cette tentative de coup d'État. Enfin, il faut se rappeler que le Shah d'Iran, en 1978, a refusé la proposition des États-Unis de former une junte militaire en arguant du fait que l'Iran ne pouvait pas être gouverné directement par les militaires. Donc il y aurait aussi un risque, si vous voulez, à avoir cette évolution pour le système politique, même dans la perspective d'assurer sa survie. Est-ce que vous diriez que l'Iran, désormais, et depuis non seulement l'affaire des drones, mais aussi on sait qu'il y a un certain nombre de militaires russes qui sont formés en Crimée par les Iraniens, est-ce que vous diriez que l'Iran est pleinement impliqué dans la guerre en Ukraine aujourd'hui? Et diriez-vous même que Moscou trouve que tout ça est très opportun, notamment l'agacement des Occidentaux vis-à-vis de l'Iran, opportun comme une diversion qui rendrait service, au fond, à Vladimir Poutine? Oui, la République islamique, les gardiens de la révolution, donc cet appareil de sécurité, participe directement à la guerre d'Ukraine par la livraison de munitions, de lance-roquettes, de missiles, de drones. Donc on voit une implication assez importante en soutien militaire à la Russie. Mais ce soutien n'est pas assumé par l'État visible, donc le gouvernement officiel de la République islamique d'Iran. Et donc il y a eu une période pendant laquelle le gouvernement niait le soutien et
les gardiens de la Révolution, eux, évoquaient avec fierté la livraison de matériel militaire à une grande puissance. Donc on voit aussi des débats à l'intérieur du système, mais je pense que du point de vue de la Russie, ce soutien est ambivalent, parce que c'est aussi un aveu de faiblesse pour la grande puissance et pour l'armée russe. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'est-ce que l'armée des gardiens de la Révolution va recevoir en échange de ce soutien. Donc une modernisation des équipements militaires, de nouveaux avions de combat probablement, et donc il y a un risque aussi pour les Occidentaux d'être confrontés aussi dans la région à une puissance militaire iranienne plus forte avec le soutien russe. Une toute dernière question, Clément Terme. C'était intéressant de voir quelles ont été les réactions à la défaite de l'Iran à la Coupe du Monde devant les États-Unis. Il y a un journaliste iranien qui a même tweeté qui aurait pensé que j'applaudirais à un but des États-Unis. Qu'est-ce que ça dit, ça, selon vous, de l'Iran d'aujourd'hui, cette petite phrase et ce moment d'ailleurs, y compris de fraternité d'ailleurs entre des Iraniens et des Américains devant le stade au moment de ce coup d'envoi. Et j'ai même une question subsidiaire. L'équipe de foot qui va rentrer à Téhéran et qui avait refusé de chanter l'hymne la première fois qu'elle a joué, est-ce que c'est une équipe qui peut avoir des soucis en arrivant ou pas ? Alors le régime a déjà menacé les familles des footballeurs qui ont refusé de chanter l'hymne. Voilà. Et du coup là, ils ont repris l'avion dans l'autre sens. Oui, il y a un risque évidemment pour tous les sportifs, mais comme le régime instrumentalise le football à des fins populistes pour recouvrer une légitimité perdue, il est plus probable que le régime essaye de contrôler le récit et de gérer en fait cette contestation par les élites sportives. Parce que ce qui est nouveau et ce qui pose problème du point de vue du régime, c'est la connexion entre les classes populaires qui manifestent et les classes populaires et sportives qui contestent de plus en plus ouvertement la légitimité de la République islamique et qui demandent même un changement de drapeau. Donc il y a vraiment une question politique derrière le sport aujourd'hui en Iran, puisque le régime essaye de recouvrer sa légitimité à travers ces grands événements sportifs pour montrer en fait que la République islamique est capable de représenter l'État-nation iranien, si vous voulez. Le sport est toujours politique. Clément Terme, chargé de cours à l'université Paul Valéry à Montpellier. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'était passionnant et merci aussi à nos amis de France Bleu Héros. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, c'est le bruit du monde et c'est en Suède dont le gouvernement, vous le savez, s'est allié à l'extrême droite pour s'adjuger le Parlement. Résultat, on ferme les portes. Des décisions très restrictives sur l'accueil des migrants sont en cours. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie. On ira en Afrique du Sud où l'émotion est très vive après la décision judiciaire de libérer l'assassin d'une figure de la lutte contre l'apartheid. Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne. Bonsoir, on s'intéresse au nouveau code du cinéma d'horreur à l'occasion de la sortie aujourd'hui de She Will de Charlotte Colbert. Le monde d'après, Jean-Marc Four. Bonsoir à tous. En Chine, face aux manifestants, le pouvoir choisit la stratégie du silence et de l'effacement du réel. Des manifs, quelles manifs ? A tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par les États-Unis avec un trio, The Sacred Souls, Easier Said Than Done. C'est sur France Inter. Vous êtes dans Un jour dans le monde. Don't worry about the future. She said that's easier said than done. Well, it is. 'Cause true love, it ain't easy, no. She said just show me this love is real. I said that's easier said than done. I said just trust the way you feel. She said that's easier said than done. Well, it is. 'Cause true love, it ain't easy, no. True love, it's one thing in the end. Yes, it is. True love,
Le bruit du monde ce soir est en Suède, ce pays longtemps défenseur des droits des réfugiés dans le monde qui, au plus fort de la crise migratoire en 2015, a accueilli plus de 150 000 personnes fuyant la Syrie. Aujourd'hui, la Suède a bien changé. Le nouveau gouvernement de droite a négocié avec l'extrême droite son soutien au Parlement. Résultat, le pays ferme ses portes. Mieux encore, un tiers du programme prévu pour les 4 ans à venir est consacré à la lutte contre l'immigration. La politique migratoire s'était déjà durcie sous la houlette des sociaux-démocrates. Cette fois, les associations s'inquiètent vraiment. Les étrangers en Suède vont se retrouver dans des situations d'extrême précarité. Le reste, c'est Carlotta Morteo qui raconte. Ils sont là dès l'ouverture à 9h du matin. Une cinquantaine d'Ukrainiens, ou plutôt des Ukrainiennes avec et sans enfants, qui attendent à la queue leu-leu devant la porte du centre de Caritas, une importante ONG chrétienne. Dans ce coin, il y a des vêtements d'occasion et des aliments non périssables à disposition. Là, c'est une de nos salles de classe. Comme vous voyez, il y a beaucoup de Latinos et d'Africains qui viennent pour nos cours gratuits de suédois. Marie Aden, coordinatrice de cet espace d'accueil pour les immigrés, oriente près de 120 personnes chaque jour. D'habitude, il y a un autre cours ici pour les Ukrainiens, mais ce matin, c'est le jour où on leur distribue une petite aide financière pour la semaine. Parce que l'allocation de base de 71 couronnes par jour et par adulte qu'ils reçoivent ne suffit pas. L'équivalent de 6,50 €. Voilà le montant minimum prévu pour les Ukrainiens par le dispositif européen de la protection temporaire. Pour un pays cher comme la Suède, c'est trop peu, selon Caritas, qui a décidé de leur verser, en plus, 50 € par semaine. Georges Joseph est secrétaire général. C'est une politique du signal. Si la Suède ne leur donne que le minimum légal, rien de plus, le pays ne sera pas vu comme une destination de choix et le nombre d'immigrés restera faible. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas changé le montant de l'allocation journalière qui a été fixé en 1994, mais le monde a changé depuis. Le monde a changé, la politique migratoire aussi. Georges Joseph, lui-même arrivé d'Inde, étant enfant, a vu en quelques années son pays d'adoption fermer ses portes. La Suède, traditionnellement, a toujours été une société extrêmement accueillante envers les réfugiés et les migrants. Si leur dossier était accepté, ils obtenaient un permis de résidence permanente. 65% des Suédois étaient favorables à l'immigration. Mais depuis 3 ans, malheureusement, les discours populistes ont transformé tout l'establishment politique qui a commencé à faire un lien entre la criminalité et les migrants de manière déshumanisante. En cause, les règlements de compte entre gangs sur fond de trafic de drogue dans des quartiers à majorité immigrée. L'extrême droite en avait fait le sujet pendant la campagne et le Parti des démocrates de Suède, désormais indispensable aux conservateurs pour gouverner, a donc réussi à imposer dans le programme toutes ses propositions. Parmi les mesures insensées qui sont dans l'accord de gouvernement, il y a la volonté de réduire les immigrés économiques en exigeant un salaire minimum de plus de 3 000 €. Ce qui va se passer, c'est que tous les emplois de services dont la Suède a cruellement besoin finiront dans le marché noir parce que les besoins ne vont pas disparaître. Les employeurs peu scrupuleux vont exploiter les gens, l'immigration illégale va augmenter et davantage de gens seront dans des situations de précarité. À 40 minutes en métro du centre-ville, dans le quartier populaire de Botkirka, 6 habitants sur 10 sont nés à l'étranger. C'est ici que Kadir, originaire de Turquie, a ouvert il y a 20 ans son magasin d'ameublement oriental. Sans immigration, que va-t-il se passer dans les maisons de retraite? Ce ne sont pas des Suédois qui travaillent, ce sont des immigrés. Tous les mauvais emplois sont pourvus par des étrangers. J'ai un client qui est agent d'entretien dans une maison de retraite. Il ne voit que des femmes somaliennes là-bas. Il me disait, peut-être que dans 20 ans, je serai en pension. S'il n'y a plus d'immigrés, je mourrai dans ma merde. Au centre du droit pour les réfugiés, les juristes estiment qu'il va falloir du temps pour évaluer la légalité des innombrables mesures proposées pour restreindre l'immigration. Louise Dane, avocate.
Certaines lois sont très faciles à changer. La réinstallation des personnes amenées par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, par exemple. L'an dernier, la Suède en a accepté 6 000, désormais ce sera 900. C'est une décision administrative, c'est rapide. En revanche, dans le programme, il est indiqué que la Suède ne doit pas être plus généreuse que ce que stipule le droit européen. Ça va être plus long à déterminer, d'autant que la loi européenne change aussi. Le message en tout cas est clair, les immigrés ne sont plus les bienvenus en Suède, et pour ceux qui sont déjà là, les règles du jeu vont changer, pas sûr que tout le monde puisse rester. Carlotta Morteo pour le reportage. Merci beaucoup. Le bruit du monde. La suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Une manifestation, Sébastien, en Afrique du Sud. C'est l'ANC qui manifeste aujourd'hui à Pretoria. L'Afrique du Sud qui est sous tension depuis une décision judiciaire très controversée. Oui, c'était il y a près de 10 jours. La Cour constitutionnelle sud-africaine, la plus haute juridiction du pays, décide finalement de libérer sous condition Janusz Walus après 30 années passées en prison. Janusz Walus est un immigré polonais lié à l'extrême droite afrikaneur et qui, en 1994, espère faire dérailler le processus politique engagé entre les autorités et Nelson Mandela, et il tue de 4 balles à bout portant une figure de la lutte contre l'apartheid, Chris Hani. À l'époque, le criminel qui ne s'est jamais repenti depuis est condamné à la peine de mort. Sa peine est commuée ensuite en prison à perpétuité, et depuis 20 ans, il est éligible à la libération conditionnelle, mais la justice a toujours refusé de le libérer jusqu'au 21 novembre dernier, une décision qui bouleverse alors les Sud-Africains. Quand j'ai entendu parler de la libération de l'assassin de Chris Hani, raconte ce manifestant, j'ai été dégoûté, déçu par notre justice qui libère un raciste d'extrême droite qui est considéré par les mouvements d'extrême droite en Pologne comme un héros. Depuis, des manifestations ont donc eu lieu à Johannesburg, une autre aujourd'hui à Pretoria, très vive tension dans tout le pays. La tombe de Chris Hani a été vandalisée et hier, Janusz Walus, son assassin, aujourd'hui âgé de 69 ans, a été poignardé en prison par un codétenu. Son état est stabilisé et sa libération devrait quand même avoir lieu dans quelques jours. Il n'aura pas le droit, en revanche, de revenir dans son pays, la Pologne, à ce stade. Quand 2 premières ministres font face au sexisme tenace de certains journalistes. Oui, c'est une scène qui s'est jouée ce matin à Auckland, en Nouvelle-Zélande. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, recevait son homologue finlandaise, Sanna Marin, visite sur les thèmes de la défense et de la politique climatique notamment, mais ce n'est semble-t-il pas cela qui intéresse ce journaliste d'une radio néo-zélandaise. Beaucoup de gens, disent journalistes, vont se demander si vous vous êtes rencontrés juste parce que vous avez le même âge et que vous avez beaucoup de choses en commun, comme l'année où vous êtes entré en politique, par exemple. La première ministre néo-zélandaise grimace, interrompt le journaliste avant la fin de sa question. Je me demande, dit Jacinda Ardern, si quelqu'un a déjà demandé à Barack Obama et à John Key, ancien premier ministre néo-zélandais, s'ils se sont rencontrés parce qu'ils avaient le même âge. Il existe bien sûr une plus grande proportion d'hommes en politique, c'est la réalité, mais si 2 femmes se rencontrent, ce n'est pas simplement en raison de leur genre. Pan sur le bec, Sanna Marin qui poursuit quelques secondes plus tard. Oui, nous nous rencontrons parce que nous sommes première ministre. Petite précision factuelle, Jacinda Ardern est âgée de 42 ans, Sanna Marin de 37 ans. Elles n'ont donc pas le même âge, mais sont bien chefs de leur gouvernement depuis 2017 et 2019. Allez, on termine en Inde avec l'arrivée en fanfare de la vache qui rit. Le groupe Bell, maison mère de la vache qui rit, 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, a annoncé hier un partenariat économique afin de s'ouvrir grand les portes du Nirvana, un partenariat avec l'Indien Britannia, premier producteur indien de biscuits, afin donc de convertir 1,4 milliard de consommateurs aux marques phares comme Babybel, Kiri ou Boursin. Que les Indiens se rassurent, on n'est pas là sur de l'époisse ou de la boulette d'avenne. 2 litres full cream दूध. On entend ici une indienne nous expliquer la recette du paneer, ce fromage frais à base de lait de bufflone, très populaire en Inde, mais pas très goûtu, il faut bien l'avouer. Fromage plutôt facile à manger et à étaler. L'Inde, c'est donc le pays tout trouvé pour la vache qui rit, qui sera développée là-bas sous forme de bloc ou même en sachet avec une version liquide. La vache qui rit qui n'est pas une inconnue en Inde, rendue populaire grâce au fameux cheese naan, Fabienne, cette galette fourrée au fromage. C'est bon. Le cheese naan qu'on adore, adopté par les Indiens, mais aussi, au départ, il faut le savoir,
une invention française, celle d'un certain André Risser, un Alsacien fan de nourriture indienne et qui a ouvert l'un des premiers restaurants indiens de Paris en 1967. C'est en tout cas l'hypothèse la plus probable selon notre ami François-Régis Gaudry. Eh ben, qu'on embrasse et même qu'on attend, figurez-vous, très prochainement pour un téléphone sonne. Soyez au rendez-vous. Sébastien, merci beaucoup. À demain, vous partez en passant par le Brésil depuis l'Inde. C'est vrai que ça va faire de la route. Voici Gal Costa, Avarandado. Avarandado sur France Inter. Le cinéma en VO et Corinne Pellissier qui joue à se faire peur. France Inter. Un jour dans le monde. So, we start. Voilà, rien que là, moi j'ai déjà peur. Je voudrais vous le dire. Corinne, comment se faire peur en 2022 ? Eh bien, c'est la question que vous posez aujourd'hui. Le cinéma d'horreur est un genre qui ne connaît pas la crise. Voici un nouveau film quasiment chaque semaine à l'affiche. Et aujourd'hui, c'est She Will de la franco-britannique Charlotte Colbert. Avec des niveaux de fréquentation, Corinne, qui font rêver l'ensemble de la profession. Il y a un phénomène, vraiment. Et on le décrypte ensemble. Alors voilà, fin septembre, alors que le cinéma venait d'enregistrer son plus bas niveau historique de fréquentation, un film que personne n'attendait a fait sauter le compteur et réuni 1 million de spectateurs. C'est le film Smile dont on entend ici la bande-son. Il est intégré dans la foulée le top 50 des films d'horreur les plus vus de tous les temps. Et ce n'est pas un hasard. Le réalisateur du film, Parker Finn, fait partie d'une toute nouvelle génération de cinéastes trentenaires élevés au bouquin de Stephen King qui n'ont plus peur de s'affranchir des codes du genre, qui sont en train de faire évoluer le secteur. Aujourd'hui, on ne provoque plus l'effroi, Fabienne, en poursuivant quelqu'un avec une tronçonneuse, mais en jouant sur des peurs beaucoup plus réalistes. Peur domestique, le public veut des personnages et des histoires auxquelles il peut s'identifier, comme dans le film de Charlotte Colbert, She Will, qui sort au cinéma cette semaine. Une histoire de vengeance au fond des bois, sur fond d'esprit possédé et de sorcellerie. Sujet très à la mode en ce moment, que la cinéaste transcende avec des images arty. Elle a fait une école d'art et un personnage féminin meurtri dans sa chair. I'm having dark thoughts. The earth was thought to have healing properties from the women who were burned as witches. C'est un genre que je trouve formidable dans le sens où ça permet de dire les choses sans que ça soit ennuyeux. Et aussi, c'est très artistique. C'est pas souvent qu'on peut avoir, je sais pas, un insecte qui sort du nez de quelqu'un et personne ne réagit. C'est pas inhabituel. Donc ça permet de pousser pas mal de choses en fait. Il y a une sorte de créativité immense avec des codes qui se réinventent en permanence. Et j'ai l'impression que dans tous les genres en ce moment, il y a une réinvention
Moi, je suis très intéressée par le rapport au corps, l'historique de la sorcière, la violence de ce rapport au corps. C'est un peu comme une cicatrice. Le film touche beaucoup sur les cicatrices, et les cicatrices physiques, et les cicatrices de la terre, et les cicatrices de l'âme. Et en fait, c'est tellement un moment incroyable quand on arrive à prendre quelque chose qui nous a fait du mal, et à le tourner, et à le réinventer. Et en fait, c'est presque comme si changer la manière dont on se raconte l'histoire est presque suffisant pour pouvoir progresser, en fait, avancer. Et évidemment, je suis vraiment très intéressée par les rêves, par l'onirique, par les cauchemars, et la manière dont on les réexpérience à travers toute une vie. Je vous tiendrai la main, Fabienne. J'allais exactement dire, j'ai promis de pas dire que j'avais peur, mais si, j'ai peur. Palmarès au Festival de Gérardmer, en tout cas festival formidable dans les Vosges, et de plus en plus de femmes s'intéressent à ce genre de l'horreur. Oui, hasard du calendrier, c'est également à Gérardmer qu'on a découvert une autre réalisatrice dont le premier film sortira la semaine prochaine. Elle est irlandaise, elle s'appelle Kate Dolan. Son film Samhain est inspiré d'une légende celte autour de la fête d'Halloween. C'est l'histoire d'une femme possédée, là encore par des esprits vengeurs. Et pour elle non plus, ça n'a pas été simple au départ de se faire une place dans ce milieu resté pendant des années très masculin. Mais la donne aujourd'hui est en train de changer. Are you awake? What's wrong with you? There's things I need to tell you, Sharon. Même si jusqu'ici la plupart des films étaient réalisés par des hommes, c'est un genre où l'on trouve souvent des personnages féminins très forts, comme Ripley dans Alien ou Jamie Lee Curtis dans Halloween, des films fondateurs pour moi où ce sont des femmes qui sauvent le monde et tuent les monstres. Je pense d'ailleurs que c'est pour cette raison que j'ai eu envie de faire des films d'horreur. Je trouve qu'il y a aujourd'hui un boulevard pour les femmes réalisatrices intéressées par le genre. Il y a moyen de faire des films beaucoup plus complexes ou nuancés que ceux qu'on a vus jusqu'ici. En tout cas, je trouve la période très excitante. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Voilà, Alien, je peux. Mais Halloween, oui. je peux pas. Mais voilà, si, je vous le dis. En tout cas, effort. c'était la sélection cinéma d'horreur de Corinne. Et merci beaucoup à découvrir en salle. En tout cas, She Will, signé Charlotte Colbert. Et la semaine prochaine, donc, le Kate Dolan pour Samhain. Voilà, merci beaucoup, Corinne. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, de nouvelles manifestations ont secoué la Chine, notamment à Canton. Et en face, la stratégie du pouvoir est désormais claire, la répression, mais surtout la négation et l'effacement même de la réalité de la contestation. C'est pas une surprise, mais c'est impressionnant et c'est votre monde d'après. Hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a tenu un point de presse à Pékin. Et la scène est aussi révélatrice qu'ahurissante. Zhao Lijian, c'est son nom, est interpellé par un de nos confrères de Reuters. Question. Vu la frustration et la colère déclenchées par la politique zéro Covid, la Chine envisage-t-elle de suspendre cette politique et si oui, quand ? Le porte-parole, le visage crispé, regarde ses notes, immobile. Il ne dit rien, pas un mot pendant 30 secondes. Un silence de plomb, puis il se décide. Pouvez-vous répéter la question ? Le journaliste la répète à l'identique. Nouveau silence de Zhao Lijian. Et enfin une réponse. Ce que vous décrivez ne correspond pas à ce qui se passe réellement. Le pouvoir chinois est donc embarrassé et plus encore, il nie l'existence des faits. D'ailleurs, le pouvoir se tait, pas le moindre commentaire du président Xi Jinping, il fait comme si de rien n'était, réception du président de Mongolie hier, business as usual. Commenter, ce serait admettre que la contestation existe et devoir prendre position, trop risqué, donc silence total. La presse officielle chinoise parle d'autre chose, de la mort de l'ancien président Jiang Zemin, du vol réussi de 3 astronautes chinois vers la station spatiale, mais pas un mot sur les manifs. Juste entre les lignes, on devine un embryon d'assouplissement. Des articles aujourd'hui soulignent que les nouveaux variants de la pandémie sont moins dangereux. Peut-être une façon de préparer les esprits à une levée partielle des restrictions. Mais la priorité, c'est bien de faire comme si rien ne s'était produit. Mais ça veut dire aussi, Jean-Marc, effacer les traces de ce qui s'est passé. Oui, alors c'est l'autre facette de la même pièce, en fait. Tout effacé pour pouvoir mieux affirmer. Vous voyez bien que ça n'a pas eu lieu. C'est ce que la Chine a déjà fait dans ses manuels d'histoire avec les événements de 1989 à Tiananmen. Elle essaie la même stratégie. Bien sûr, il y a de la répression classique, des arrestations, de la présence policière renforcée dans les rues. Mais surtout, il faut effacer les traces des événements sur les réseaux sociaux, comme avec une gomme. Les dizaines de milliers de cyberpoliciers chinois sont donc hyperactifs, très inventifs. Ils contrôlent évidemment les mots-clés de la contestation, comme page blanche en dénonciation de la censure, comme rue Rumchi, l'un des lieux des manifestations à Pékin, ou bien encore comme
Mousse à la crevette. Pourquoi ? Parce que son idéogramme est proche de démission. Ils fouillent les téléphones portables à la recherche des applications interdites et surtout, écoutez bien, ils inondent les réseaux de spam, de faux messages pour couvrir les traces de la contestation. Par exemple, hier et avant-hier, on a assisté à une recrudescence de messages de type pornographique sur les réseaux chinois. Vous cherchez Shanghai pour trouver des vidéos des manifs et vous tombez systématiquement sur « Bonjour, je suis célibataire, je suis disponible ». Vous voyez le genre. C'est une organisation méthodique, la gomme à grande échelle. Alors, enfin, on découvre la Lune, Jean-Marc, un petit peu quand même, non ? Ce révisionnisme, l'effacement du réel, c'est quand même un très très grand classique dans l'histoire. C'est sûr qu'on n'a pas attendu Xi Jinping pour connaître ça. C'est vieux comme le monde. Hein. Déjà dans l'Égypte antique, le pharaon Akhenaton et la reine Hatshepsut avaient été un temps effacés des tablettes. Plus récemment, à l'époque soviétique, Staline était le grand spécialiste du genre. Quand il écartait l'un de ses proches, et Dieu sait qu'il l'a fait, il le faisait enlever des photos officielles déjà existantes, supprimées, comme on le ferait aujourd'hui avec Photoshop. Le cas le plus célèbre, c'est celui de Yezhov, qui avait vraiment été gommé des photos a posteriori. Bon, la Chine de 2022 ne fait pas autrement, mais elle le fait à l'échelle industrielle, professionnelle, avec les instruments numériques de l'époque. Le pouvoir chinois n'a pas le monopole de la négation du réel, la preuve avec Trump et son déni de la défaite électorale il y a 2 ans, mais le pouvoir chinois est le seul à posséder des moyens aussi gigantesques pour mettre en pratique sa négation du réel et sa surveillance généralisée des citoyens, plus fort encore que 1984 de George Orwell. Des manifestations, quelles manifestations ? Mais il n'y en a jamais eu. Alors question, le numérique permet-il d'effacer totalement le réel ? Ou à l'inverse, le propre du numérique et des réseaux sociaux est-il l'existence toujours de trous dans le filet, d'espaces de liberté, de moyens d'échapper à la censure ? De la réponse à cette question dépend en partie l'avenir du pouvoir chinois. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, merci beaucoup. À demain, bien entendu, le 18-20. Ça continue avec le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Ne changez rien, à tout de suite.